je suis avec quelqu'un que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup son travail, c'est Philippe Loneff. Bonjour Philippe. Bonjour Anna. Comment tu vas? Ben, je vais bien, j'ai aussi beaucoup de plaisir de te revoir après notre grande aventure du Sommet de la Conscience. Oui. Donc c'est un plaisir de se revoir et de partager l'aventure ensemble. Notre première aventure, hein? Je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses qui vont venir. Hein? Et Philippe, pour les gens qui ne te connaissent pas, raconte-nous un peu ton parcours, comment tu es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Oh là là. En quelques minutes. En quelques mots. Oui. Donc pendant toute une partie de ma vie, j'étais comme monsieur tout le monde, avec l'envie de croquer la vie à pleines dents. Donc j'étais jeune ingénieur, je venais de me marier, je faisais de la plongée sous-marine, je faisais des concerts rock et il y avait beaucoup de vitalité. Mais mon mariage a tourné à catastrophe au bout d'un an et ma femme est partie. Et je me suis retrouvé dans un chaos gigantesque. À l'issue de ces quelques semaines de chaos, je suis parti skier et j'ai fait un saut à ski où la réception s'est mal passée et des vertèbres ont légèrement bougé. Donc j'ai eu des douleurs dans le dos lancinantes et en fait plus j'ai vu des médecins pour réparer, pour les remettre en place, plus mon corps se révoltait et aggravait la situation et au bout de quelques mois je me suis retrouvé paralysé d'une jambe. Alors au moment de ce constat, les médecins ont voulu m'opérer d'urgence et là j'ai eu comme un réveil brutal, une sorte de déclic qui me disait non, ils ont sûrement raison, je suis très très mal en point, mais si je les laisse faire, ça ne va pas améliorer la situation parce qu'il se passe autre chose. Je ne savais pas quoi, mais j'avais vraiment l'intuition qu'il se passait autre chose. À l'époque, je ne connaissais absolument rien en psychologie, je n'avais jamais rien fait de tout ça, à part du rock et du sport, je n'avais rien fait d'autre. Mais là, je me suis enfui de l'hôpital et puis j'ai commencé à chercher, et c'est là que j'ai commencé à découvrir d'autres pratiquants de médecine que sont des ostéopathes, des énergéticiens, j'ai rencontré des psychologues, etc. Et puis j'ai commencé à découvrir que j'étais dans un état lamentable. Lamentable. Et donc, sur base de ces constats-là, j'ai entrepris des fouilles dans mon histoire et j'ai découvert qu'il y avait vraiment des grosses catastrophes enfuies. Et donc, de fil en aiguille, je suis allé déterrer des pans de mon histoire qui étaient douloureuses. Sauf que, tout au début, comme il s'agissait vraiment d'énormément d'émotions refoulées et de traumatismes émotionnels très très lourds, dès le moment où j'ai commencé à les gratter pour revivre ces émotions, et comme j'étais incapable de les accueillir parce que j'avais trop de stress, plutôt que d'avoir des peurs qui s'expriment par le corps qui tremble ou qui pleure, etc., je me suis retrouvé dans des états de transe chamaniques. Et donc, au bout d'un moment, j'ai appris deux choses. C'est que j'avais des dons chamaniques, hein, mais que pour l'instant, ils étaient surtout utilisés pour éviter d'entrer en contact avec mes émotions. Et donc là où je me disais, ouais, c'est super, je vis des trips extraordinaires avec des animaux de pouvoir et j'avais des perceptions élargies phénoménales, mais en même temps, je ne réparais pas les blessures parce que toutes les émotions qui remontaient prenaient la direction des transes de type chamanique avec des animaux de pouvoir et autres. Donc j'ai dû me forcer à ce que chaque fois qu'il y avait des émotions qui étaient touchées, faire en sorte qu'elles sortent de manière naturelle, c'est-à-dire comme c'est prévu. Rester avec l'émotion. Rester avec l'émotion. Et donc si j'avais de la tristesse, c'était accueillir la tristesse et en même temps réaccueillir les moments dans ma vie où j'avais été extrêmement triste, mais où pour survivre j'avais tout bloqué, j'avais tout figé, et puis j'avais joué au mec qui va super bien et que rien ne peut surprendre, et voilà. Donc c'est comme ça que ça a démarré petit à petit. Alors au fur et à mesure où j'ai pu réaccueillir les émotions en les vivant de manière saine, les états de transe chamanique sont aussi devenus beaucoup plus sains et beaucoup plus appropriés, à savoir me mettre dans des états où j'avais des visions sur les difficultés que pouvaient avoir les gens, etc., et les aider de manière plus appropriée. Sinon, j'étais toujours dans un mélange entre mes émotions qui polluent les trans, donc qui polluent la vision que j'en ai, etc., etc. Tu dis quelque chose qui est très intéressant et que je pense que je me suis un peu identifiée parce que c'est vrai que dans ma vie aussi j'ai eu des choses assez spectaculaires. Et je me demande si ces choses assez spectaculaires, que ce soit du chamanisme ou d'autres choses, ne sont pas quelque part une fuite pour ne pas aller voir qu'est-ce qui se passe vraiment dans la personne. En fait, je pense que
toute personne a des dons. Alors, bon, toi ou moi, on peut avoir des dons liés à du chamanisme, à de la médiumnité, à des perceptions extrasensorielles. Et ça reste juste un don, mais tout comme une personne peut avoir le don de la peinture ou peut avoir le don d'être un grand sportif. Et la première chose que notre inconscient va faire, c'est essayer de compenser toutes les blessures névrotiques par les dons qui s'offrent à soi. Et donc, ça devient un but. Et alors, à un moment donné, on risque de se tromper. Ouais. Et donc, ça n'est pas parce qu'il y a des dons liés à de la guérison chamanique que brutalement on est guéri, on n'a plus aucune blessure. Il faut faire tout le travail. Mais c'est la même chose que le gars qui se réveille parce qu'il a des dons de grand sportif, eh ben, il va quand même devoir s'entraîner et il ne va pas être champion du monde juste parce qu'il a le don. Hein, il a la capacité. Et il a la capacité. Donc, ok, j'avais des capacités de guérison chamanique et après, j'étais dans un état lamentable, donc il fallait faire tout le travail. Et tout le travail en allant vraiment au front, c'est-à-dire en affrontant tous les endroits de traumatisme, d'énergie refoulée, de grosses douleurs émotionnelles, et en les réaccueillant et en réalisant que j'avais la capacité de les contenir et de les accueillir. Sinon, si je n'avais pas fait ça, alors je serais allé vendre du chamanisme à des gens que j'aurais emmenés dans des états de conscience modifiés, mais qui n'auraient jamais été que des béquilles pour ne pas rencontrer les émotions et les grandes blessures de ces personnes-là. Et donc on aurait fait un folklore vraiment irrespectueux de la personne. Parce que ces gens-là auraient fini par s'imaginer eux-mêmes les rois des animaux de pouvoir, tout en ayant une vie tout aussi déplorable, parce que les émotions n'auraient pas été travaillées en profondeur. Et donc je suis assez circonspect parfois quand je vois des stages de chamanisme qui sont proposés à gauche à droite, parce que je ne suis pas sûr toujours que ce soit fait ça peut très bien être fait dans le respect de la tradition chamanique où la personne est allée recevoir ses initiations, mais je ne suis pas sûr que c'est toujours fait dans le respect de tous les traumatismes que nous avons en tant qu'occidental, et nous ne pouvons pas faire l'impasse de libérer toutes ces émotions foulées à l'endroit où ça crée des grosses névroses chez nous. Et si je veux aller plus loin, dans les traditions chamaniques que j'ai rencontrées dans divers pays, ces personnes-là ne souffrent pas de répression émotionnelle comme nous. Et donc c'est comme si eux, leur chamanisme, il leur sert à faire certaines choses, et nous on l'importe pour en faire d'autres. Et donc parfois il y a un décalage. Alors, je vais te demander quelque chose par rapport aux blessures. Pour moi, bon, c'est un peu mon sujet aussi, pour moi les blessures c'est la pierre qui nous empêche d'aller vers n'importe quelle direction. Hein. C'est quoi ta vision et l'importance que tu donnes aux blessures de l'enfance? Bien, en fait, normalement nous sommes censés être des êtres en relation fluide avec la vie et la nature qui nous entoure. Le problème, c'est que les blessures, comme sont des émotions foulées, ça contient une énergie qui donne du sens aux événements qu'on a traversés au moment où on a eu ces blessures. Et ce sens-là devient un sens très subjectif. Donc c'est comme si chaque fois qu'il y a une blessure qui consiste à des émotions foulées en nous, eh bien, on construit un filtre qui nous éloigne, qui nous sépare de la réalité. Et donc, ça limite de plus en plus la perception qu'on peut avoir des expériences de vie qu'on traverse, parce que c'est un filtre réducteur et en même temps subjectif. Donc ça veut dire aussi que la tendance sera d'interpréter des tas de situations différentes de la même manière, parce que le filtre est réducteur avec nos blessures. Et donc ça finit par limiter notre vie et ça finit par la conditionner à répéter en permanence des situations qui ne sont pas nécessairement remplies de sérénité et d'harmonie comme on le désirerait. Oui. Et pourquoi, à ton avis, cette situation se répète et se répète et se répète dans la vie d'une personne? Je pense qu'au niveau de notre âme, il y a une propension à faire un chemin initiatique de transformation et d'évolution. Et la transformation, la transformation se produit par moments de prise de conscience. Et les prises de conscience de ce qu'est le sacré de la vie, de ce qu'est le sacré de la relation, de ce qu'est l'humanité, ces prises de conscience-là, elles se font au moment où se libère l'émotion des blessures, où se libère tout ce qui avait été contenu et figé au moment des blessures. Donc, l'évolution d'une personne ne se fait pas parce qu'elle a acquis des connaissances sur ses blessures.
Si j'analyse pourquoi je vis mal ma vie, je peux très bien trouver des tas de réponses dans mon enfance. Mais ça ne va pas faire de moi quelqu'un de spirituel, parce que le fait de ne pas avoir libéré mon passé de toutes les charges émotionnelles qui s'y sont accumulées ne va pas me faire bénéficier de la conscience qui apparaîtrait si je libérais ces émotions. Donc c'est une question de chemin de conscience et d'aller de plus en plus vers une perception et une dimension sacrée des rapports humains. Plus je libère mes blessures, plus je vais libérer la relation que j'ai avec l'autre de la subjectivité que je vais projeter. Donc plus je vais dans un accueil infini, total, global de la personne. Et plus je vais vivre intensément la relation à l'autre, puisque je peux accueillir toutes les parts de cette personne. Le défi avec les blessures, et c'est ça que beaucoup de gens me renvoient, c'est que les blessures, c'est vaste, tu vois, c'est un grand champ. Donc, les gens qui ont envie de travailler leurs blessures, parfois sont découragés parce qu'on a l'impression que toute une vie n'est pas suffisante. Et il reste tellement à faire, pourquoi ? Je pense que si on arrive à tout faire, alors on atteint un état de divinité, donc on devient Dieu. Bon, mais si on dépasse tout ça. Si on dépasse tout ça, mais donc je pense que c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut réfléchir, c'est de se dire l'objectif n'est pas de devenir parfait sans blessure. Je pense que l'objectif c'est de vivre heureux la vie que l'on a. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas heureux ? Ben, quand on sent qu'on a une émotion désagréable. Donc si je sens que j'ai une émotion désagréable qui me pèse, je vais m'occuper de la blessure qui est à l'origine de cette émotion qui me pèse. Et puis quand j'aurai résolu cette blessure-là, j'aurai la paix pendant un moment. Et puis, à un autre jour, une autre émotion va venir avec une autre blessure dont je devrais m'occuper, et ainsi de suite. Et donc, moi je suis focalisé sur les moments où il n'y a pas d'émotion négative qui me rappelle des vieilles blessures, et je profite de la vie avec tout ce que j'ai acquis au travers du travail que j'ai déjà fait. Mon objectif n'est pas de commencer à vivre quand je serai parfait. Sinon, je ne vivrai jamais. Mon objectif, c'est je vis au maximum tout ce que la vie me permet de vivre, tant que ça va bien. Et quand ça ne va pas bien, ben, je vais faire quelques petits réglages avec quelques petites blessures et quelques souffrances à réparer. Et puis, c'est reparti avec des niveaux supérieurs de plaisir et de bonheur à vivre. D'accord. Et je veux changer de registre. Dans ton livre, tu parles d'une énergie sexuelle que tu appelles Elegbara ou... Elegbara, oui. Elegbara. Est-ce que tu peux nous parler de cette énergie et du rôle qu'elle a chez nous? Alors, donc Elegbara, c'est d'abord une divinité qui vient d'Afrique et qui représente les forces liées au monde d'en bas. Et c'est en Afrique, quand on regarde des statues primitives, on voit par exemple que ce qui représente Elegbara, ça peut arriver que c'est une statue avec un bâton qui est le représentant de l'érection, de l'énergie sexuelle, et c'est un bâton avec lequel la divinité va frapper vers le bas. Et quand on regarde le pendant de cette divinité-là qui s'appelle Oshala, elle est aussi représentée avec un bâton dirigé vers le haut. Et donc, on va se retrouver avec une divinité qui représente les forces du monde d'en bas, qui s'appelle Elegbara, et la divinité qui représente la synthèse des forces du monde d'en haut, c'est Oshala. En fait, ça, c'est l'équivalent du feu et de la lumière. Le problème, c'est qu'au niveau religieux, en tout cas au niveau chrétien, cette énergie-là, qui représente l'Elegbara, les forces du bas et le feu, a été disqualifiée et considérée comme satanique et comme à éviter. Et donc du coup, on se retrouve coupé en deux. Or, dans les sociétés primitives, il n'y a pas d'énergie qui est bonne ou mauvaise. Les deux s'équilibrent parce que les deux sont nécessaires à la vie. Et ces deux énergies font que la personne va avoir une vie heureuse ou pas. Et si je me prive de l'une et pour ne favoriser que l'autre, à un moment donné, je vais me retrouver en état de déséquilibre. Alors c'est un peu comme vouloir croire que nous sommes des humains qui devons à tout prix devenir des dieux. C'est bien plus simple de se dire, on est des dieux qui devons à tout prix réussir à vivre comme des humains sur Terre. Et un humain, c'est fait de quoi ? Ben, l'histoire de l'humanité
elle repose sur une part de cerveau reptilien, très très ancien, et qui a trait notamment à tout ce qui est instinctif, à tout ce qui est pulsion de vie. Et puis, on a une part de cerveau mammifère dans lequel on va retrouver la capacité à avoir des émotions. Et puis, on va avoir notre cortex qui vient permettre de censurer, mais qui permet aussi d'avoir une autre partie du cerveau qui permet d'avoir de la raison, de la conscience, et faire de nous des êtres humains sacrés. Donc, un être humain qui s'approche de son sacré, c'est une personne qui a pu embrasser toutes ces dimensions, à commencer par sa dimension animale, dans laquelle se trouve l'énergie sexuelle. Évidemment, si on ne reste que dans ce registre-là, alors on est dans un registre qu'on pourrait considérer comme bestial. L'énergie sexuelle, elle est nécessaire, parce que si on n'en a pas, on n'embrasse pas toutes nos facettes, mais elle doit aussi, à un moment donné, pouvoir être accueillie dans un espace d'affectivité relationnelle. Or, tant que j'ai des blessures relationnelles, mon énergie sexuelle, elle vient donner de la force aux blessures. Aux blessures. D'où la... régent, finalement. Oui, et donc, d'où l'importance de réparer ces blessures pour que mon énergie sexuelle, elle puisse quitter sa dimension animale et s'inscrire dans une dimension humaine qui va devenir sacrée à partir du moment où mon rapport à l'autre sera rendu sacré, parce que toutes les blessures qui créent de la compétition et de la tension entre les humains auront disparu. Donc je vais me retrouver dans un espace d'amour vis-à-vis de l'autre, et l'énergie sexuelle qui était d'abord animale et une énergie de pouvoir avec l'égoïsme qu'a une force instinctive, eh ben, elle va trouver de l'humanité au travers de mon affectivité, et les deux se nourrissant l'une l'autre, ça va faire grandir la personne jusqu'à percevoir le divin de la création. D'accord. Est-ce que c'est clair? Pour moi, c'est clair. Je ne sais pas pour les gens qui nous regardent. Autre chose que je voulais te demander, je fais des questions pas du tout dans son ordre, c'est celle qui me vient par rapport à ton livre qui s'appelle le dernier, celui que j'ai lu, Exploration chamanique. Et tu parlais aussi je ne sais pas si c'est dans ton solo, le rôle des maladies. Dans notre, c'est comme des messages de notre corps, etc. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer mieux le rôle des maladies? En fait, puisqu'on parlait tout à l'heure de blessures, et ces blessures sont refoulées et se trouvent dans l'inconscient. Et comme c'est douloureux de vivre avec ces blessures émotionnelles, on a tendance à les anesthésier naturellement, de manière à ce qu'elles ne perturbent pas le quotidien. Ça n'empêche que c'est quand même un poison pour notre santé psychique. Alors régulièrement... Et physique. Mais physique, pas tout de suite. D'abord psychique. Alors, on a des rappels psychiques pour nous dire qu'il faut nous en occuper. Par exemple, voilà, des moments de dépression ou les moments où on a des conflits réguliers, on a des émotions désagréables, donc ça nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si je ne l'entends pas à ce niveau-là, alors la pression va augmenter et va être que ça va diminuer, ça va descendre dans les plans. Donc avant d'être psychologique, le problème il est peut-être spirituel. Et puis il descend dans le plan psychologique et puis il descend dans le plan physique. Si la personne n'a aucune conscience de rien du tout, par exemple, j'ai des problèmes, j'ai des vertèbres qui se déplacent, et je n'ai aucune conscience de lien entre le physique, le psychologique et le spirituel. Je vais aller voir un ostéopathe, il va remettre les vertèbres en place et je vais avoir la paix pour des années. Parce que je n'ai pas suffisamment de conscience pour comprendre que c'est un message spirituel et puis psychologique que mon corps envoie par le biais du physique. Donc je vais le prendre à un endroit de problème physique. Donc là, je remets en ordre et ça va tenir pendant des années. Pas nécessairement jusqu'à la fin de ma vie, mais ça peut tenir pendant des années. Plus la personne va avoir conscience des liens qu'il y a entre le physique et le psychique, moins les remises en ordre de ce type-là vont fonctionner. Parce que c'est comme si il y avait un problème dans les circuits électriques, et puis le tableau d'alarme se met à clignoter, et à un moment donné, ça ne suffit plus d'enlever l'ampoule qui clignote pour se faire croire que le problème est résolu. Dans un premier temps, on peut juste baisser l'interrupteur et ça va. Mais plus la personne va avoir son niveau de conscience qui augmente, moins l'effacement des symptômes physiques va fonctionner. Et donc, toutes les tentatives de réparer le physique vont être de plus en plus compliquées tant que le psychologique et le spirituel ne sont pas pris en compte.